je suis Aïssa Musy-Brelier, je suis professeure de français en collège et lycée. Je suis aussi la mère de 2 jeunes filles. Mon livre est un témoignage. Quand j'arrive au mot témoignage, c'est toujours un peu compliqué de mettre ce qu'il y a derrière. Parce que c'est à la fois un témoignage de violence, mais aussi d'une relation d'emprise, de comment je suis tombée dans cette relation d'emprise alors que j'avais 18 ans, alors que j'étais une enfant. Et puis à 18 ans, on se croit adulte, on se sent adulte. Et la société nous dit qu'on est adulte. On ne l'est pas tout à fait, on n'est pas prêt encore pour tout. Et donc il y a ce récit de comment je suis tombée dans cette relation, comment je l'ai traversée durant 14 ans. Donc finalement, j'en suis sortie très adulte. Et comment j'en suis sortie. Et donc ça raconte les violences, mais aussi le quotidien, non seulement ce que j'ai subi, mais aussi ce que j'ai toléré, accepté et voire réclamé à un moment et pourquoi je l'ai fait. Finalement, j'espère, en tout cas j'essaye dedans, de répondre à la question de pourquoi on reste, pourquoi on y retourne, puisque moi je vais y retourner 3 fois. Entre 18 et 30 ans, je vais y retourner 3 fois. Et puis comment on prend conscience, à quel moment et comment on s'en sort. C'est un récit de quête d'identité aussi. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Je ne suis pas une Isabelle. Je n'ai pas du tout contre les Isabelles, parce que j'ai eu la remarque de temps en temps. Au contraire, il y a 3 Isabelles qui ont jalonné ma vie et qui m'ont à chaque fois servi de modèle. La première, j'étais enfant et ça a été un modèle en me disant je veux être comme elle. Pour moi aussi être aimée, pour moi aussi être estimée, pour moi aussi être regardée. La deuxième, c'est durant toute cette relation, une Isabelle que je vais jamais rencontrer, qui va jamais me parler, mais à qui je serai longuement comparée. Tu n'es pas aussi bien qu'elle, tu ne fais pas aussi bien qu'elle. Et moi, je vais m'accrocher à cette image d'elle que je vais complètement idéaliser en me disant il faut que je sois aussi bien qu'Isabelle. Et la troisième, en fait, pareil, je ne vais pas vraiment la rencontrer, mais c'est une Isabelle qui va entrer dans ma vie quand je vais en sortir. Et au moment où je vais comprendre qu'en fait, il vaut mieux que je sois moi-même. À un moment où je vais récupérer mon identité aussi, puisque durant cette histoire, je vais perdre jusqu'à mon nom et mon prénom. Pendant plusieurs années, il va cesser de l'utiliser. Au tout début, j'ai écrit pour moi. Quand j'en suis sortie, en août 2022, je savais que j'allais écrire. Ça faisait déjà un moment, même avant d'en sortir, je savais qu'il fallait que j'écrive parce que je ne comprenais rien. Je ne comprenais pas comment j'en étais arrivée là. Quand la personne qui m'a aidée à en sortir m'a demandé « mais raconte-moi », j'en étais pas capable. Je lui disais « mais je peux pas raconter, je ne sais pas où ça a commencé, je ne sais pas comment c'est arrivé, je ne sais pas… » Et puis je me sentais extrêmement responsable, voire coupable de certaines choses. Et je disais, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça, j'arrive pas à justifier mes choix, mes actes. Et je me suis dit, il faut que j'écrive pour voir clair. Et en fait, j'ai décidé de prendre le récit à mes 18 ans, parce que c'est le moment où j'ai rencontré cette personne. Au début, je pensais pas que l'histoire d'emprise commençait là. Et c'est en écrivant que les choses me sont apparues, mais de façon limpide. J'ai même vu des mécanismes d'emprise de façon évidente que je n'avais jamais vu avant, en me disant mais comment j'ai loupé ça, comment je suis tombée dedans. Mais au bout de quelques semaines, le problème qui s'est posé, c'est que ça a nourri une très très grande colère chez moi. Plus j'écrivais, plus je prenais conscience, plus j'étais très en colère. Et en plus, ça m'a mise en colère contre le monde entier. C'est une période où je me fâchais après tout le monde. Et en continuant encore, au fil des mois, ma colère s'est un peu apaisée. Et en fait, j'ai eu envie de m'adresser à celles qui sont dans le même cas que moi. Parce qu'à l'époque où moi j'étais, je lisais beaucoup de témoignages. Comme si j'avais besoin de comparer et de me dire, est-ce que je vis pas aussi ça ? Et je trouvais que ça m'avait aidée. Je souhaitais répondre à cette question de pourquoi t'y retourner, parce que c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Et donc j'ai eu envie de m'adresser à des gens que je connaissais pas, qui peuvent s'interroger sur l'emprise, sur les violences, sur le consentement aussi. Parce que moi, longtemps, j'ai cru que j'étais consentante. La notion de consentement, c'est important de pouvoir en parler. J'ai une petite prédilection pour pas du tout les témoignages à la base, plutôt des récits fantastiques. J'aimais beaucoup, par exemple, lire de l'heroic fantasy. Et ça m'agaçait parce qu'on a toujours les mêmes héros. Et donc c'est vrai que j'étais plutôt
dans ce genre d'écriture-là. Finalement, je vois que ce à quoi je songe se rapproche de ce que j'ai écrit avec une forme de revendication aussi. Et donc ça rejoint mes projets puisque j'ai très envie de m'investir maintenant et j'ai envie d'aller plus loin, envie de m'investir dans les écoles dans lesquelles je travaille. J'ai organisé la Journée internationale des droits de la femme dans mon ancienne commune, pas mal d'événements artistiques auprès des jeunes, prévenir sur les violences, sur le consentement, sur l'emprise, avec le nouveau programme Evrars, qui est très décrié, mais qui en fait vise à protéger nos enfants. Je crois qu'il faut les protéger aussi de cette vision de l'amour qu'on nous inculque depuis tout petit, pas par nos parents, pas forcément par l'école, mais par les arts énormément. Je suis professeure de français, j'enseigne Barbe Bleue à mes 6e. C'est terrible, c'est horrible, parce que je suis avec des 6e avec qui on parle de la figure monstrueuse, et il y a un moment où on parle des valeurs. On a cette jeune femme enlevée, séquestrée, menacée, et on se dit « Oh, quelle âme merveilleuse !» Et rapidement, après, on est avec les secondes, et les secondes qui lisent la dark romance, qui viennent me voir en disant « Oh, madame, vous avez lu ?» Et oui, et je sais, et finalement, on retrouve Barbe Bleue. Mais moi, j'ai aussi des élèves de lycée à qui j'enseigne Phèdre, qui est d'une violence inouïe, et m'aider. Et en fait, je crois qu'il ne faut pas rejeter toutes ces œuvres. Elles sont essentielles pour questionner le consentement, les relations amoureuses, comment les construire. Moi, là, j'ai forcément parlé littérature, mais c'est ultra existant dans le cinéma aussi. On ne compte plus les scènes de baisers où elle dit non, 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 et finalement, on l'embrasse et elle en est ravie. Non. Je ne dis pas qu'il faut les rejeter, je dis qu'il faut s'en servir pour discuter avec eux et se dire bon voilà, on nous a appris ça et finalement, est-ce que c'est ce qu'on attend de l'amour? Donc j'aimerais beaucoup pouvoir exploiter ce qui m'est arrivé pour accompagner des jeunes. C'est beaucoup plus compliqué de le voir. Ce qui peut alerter, pour moi, on va le voir chez quelqu'un qu'on connaît bien quand la personne renonce à des choses auxquelles elle tenait par amour. Je dis bien entre guillemets, parce que c'est pas tout à fait le cas. Je pense qu'une relation, quelle qu'elle soit, amicale, amoureuse, professionnelle, engendre forcément des concessions. Mais ce qui dit concession ne dit pas sacrifice. Et je pense que le sacrifice n'a rien à faire dans une relation amoureuse. À partir du moment où il y a sacrifice, et encore une fois, la société valorise ces sacrifices. Ces mères qui se sont sacrifiées pour leurs enfants. Mais non, en fait, c'est horrible de se sacrifier pour ses enfants. Ce salarié qui s'est sacrifié pour son entreprise, mais non, c'est pas sain. Et donc dans la relation amoureuse, c'est la même chose. Le sacrifice n'est pas sain. On l'a valorisé en le rendant beau, mais c'est pas sain. Les concessions, oui. Et je pense que quand quelqu'un renonce à faire des choses qui lui tiennent à cœur, à des valeurs qui lui tiennent à cœur. Je ne parle pas juste d'une opinion, on a le droit d'avoir des opinions divergentes, mais de valeurs importantes, c'est pas bon signe. Je dis pas que c'est forcément une catastrophe, mais c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement dans la relation et que ça vaut le coup de s'interroger. Alors déjà, j'étais pas seule. J'étais très soutenue par mon amoureux, dont je parle à la fin de mon livre, qui a été derrière moi, avec moi, qui savait à chaque fois où est-ce que j'en étais. Quand il y avait des choses un petit peu compliquées, déjà en amont, je disais je vais arriver à tel moment. Il sait, il est auprès de moi. Et après, les conséquences parce que quand j'écrivais, généralement, c'était un tunnel. Voilà, il faut écrire et il ne faut pas lâcher, parce que sinon, quand je m'arrêtais, en fait, je savais que j'allais détruire tout ce que j'avais fait et refaire. Et donc, il fallait finir le passage, il fallait aller jusqu'au bout. Et là, souvent, émotionnellement, derrière, c'était compliqué. Je vous ai parlé d'une grande colère. Donc, lui, il a pas mal essuyé ça aussi. Mais également, il y a eu des moments de noir total, où il fallait que je m'enferme, où je supportais même plus mes propres filles, parce qu'il y a une forme de revivre ça. Et puis, il m'a poussée à écrire. Et il m'a dit, une fois que j'ai pris la décision d'écrire, il m'a dit « je veillerai à ce que tu ailles jusqu'au bout ». Et juste ça, de savoir qu'il y a quelqu'un qui veille à ce qu'on aille au bout, ça aide. J'étais pas seule par lui, mais aussi parce que dès que je suis partie, j'ai entamé un suivi en CMP avec une psychologue que je voyais toutes les semaines. Et j'ai pas évoqué avec elle, enfin elle savait que j'écrivais, mais j'évoquais pas avec elle chaque étape d'écriture. Mais en revanche, ce que ça provoquait chez moi et l'éclairage que ça provoquait chez moi, ça oui. Et ça m'a aidée à rester sur un ton du témoignage, pas de l'accusation, de rester dans le récit pur. Et puis que le témoignage reste centré sur moi et pas sur lui. Je le nomme jamais dans le récit. C'est voulu, parce que je veux que ça parle de moi. Le but n'est pas de faire une liste d'accusations, mais plutôt de dire moi, comment je suis tombée, pourquoi je suis restée, etc. Et parce que j'ai perdu mon identité et que je voulais inverser les choses.
Moi, j'ai un prénom dans le récit et pas lui. Écrire m'apportait un éclairage sur moi-même, la psychothérapie en même temps m'aidait. Et finalement, je crois qu'en le lisant, on peut voir cette progression aussi d'éclairage sur moi-même. Enfin, il y avait cette volonté de ne plus jamais y retourner. J'y suis retournée 3 fois et j'avais très peur de tomber encore. Et je me suis dit, si les gens sont au courant et si j'ai posé les choses, on m'empêchera d'y retourner. Ce qui est vrai avec mon amoureux, mais forcément ma famille, en écrivant, je me suis mise à parler aussi. Si jamais un jour, j'étais tentée d'y retourner alors, auprès de lui ou dans une autre relation, j'ai ça là qui me rappelle ce qui s'est passé. D'arrêter d'être aveugle. Les violences que je raconte, elles sont extrêmes. Ma psychologue, elle dit que j'ai vécu l'équivalent des victimes de Dutroux. Donc on est sur des choses extrêmes. Mais en réalité, les violences, elles sont partout, tout le temps. Et peut-être que c'est mon passé qui dit ça. Moi, j'aspire à une vraie révolution des relations, des mœurs, de renverser le patriarcat. En fait, je voudrais qu'on ouvre les yeux, je voudrais qu'on se rende compte des choses, je voudrais qu'on soit capable de redéfinir nos relations. Et ça passe par ouvrir les yeux, voir que ça existe et que c'est pas exceptionnel. Si mon histoire est peut-être extrême, je doute même qu'elle soit exceptionnelle. Et les violences n'ont rien d'exceptionnel. Il y en a au quotidien dans énormément de relations. Il y en a dans la rue, il y en a au travail, et il y en a dans les chambres à coucher. Et je désespère pas qu'un jour on arrive à vraiment les diminuer, mais de façon importante. Et donc ça passe forcément par regarder les choses en face et pouvoir en discuter. Je pense que beaucoup d'hommes se sentent aujourd'hui trop accusés, ils disent on peut plus rien dire, mais alors on n'ose plus aborder une femme. Et je pense que quand ils disent ça, ils sont autant victimes que nous du patriarcat. Ils se rendent même plus compte qu'ils pourraient prétendre à une relation épanouie. Combien d'hommes sont ultra angoissés à l'idée de rentrer chez eux et de trouver leur copine qui fait la tête, qui va leur reprocher « Mais pourquoi mon gars ?» Parce que t'as pas l'attitude qu'il faut. Et en fait, le problème, c'est pas que ta copine soit désagréable, c'est que t'as pas l'attitude qu'il faut. Mais si t'as pas l'attitude qu'il faut, c'est parce que t'as été élevé comme ça. Et eux-mêmes, ils gagneraient à se dire « Bon, on va regarder les choses et on va peut-être s'interroger. » Avant d'agir autrement, déjà, regarder, s'interroger, discuter et « Oh, en fait, il y a d'autres façons de faire. » Moi, j'ai commencé à parler il y a très longtemps, quand j'ai quitté son appartement. Donc c'était au tout début encore, on était en 2010. Quand j'ai parlé, quand ma propre mère savait ce qui s'y passait, quand j'ai vu une avocate et j'ai parlé, j'étais prête à parler en fait. Si on m'avait écouté à ce moment-là, ça s'arrêtait. Après, j'ai même parlé à des médecins. J'ai dit, j'ai été violée hier soir et en fait, au revoir. Donc je crois qu'il n'y a pas grand-chose à leur dire. Elles savent. Les personnes qui vivent ce que j'ai vécu, elles savent. Il n'y a pas grand-chose à leur dire, il y a à les écouter. En fait, c'est plutôt au moment où elles parlent. Et attention, parler, c'est pas forcément rentrer dans un récit dans lequel je suis là. Parler, c'est dire parfois une toute petite chose. Mais c'est une brèche déjà. Et je pense qu'il faut se saisir de toutes les brèches. Là, à ce moment-là, jamais de leçon de morale. Mais qu'est-ce que tu fais encore avec lui ? Non, mauvaise idée. Elle va prendre sa défense tout de suite. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu sais, si tu as besoin, tu peux venir souffler. Ne lui proposez pas tout de suite une semaine. Elle sera pas prête. J'y pense parce que très souvent on dit il faut, voilà, on va te loger. Ça. Elle n'est pas prête. Elle le fera. Mais déjà 1 heure, une journée. Et puis après, peut-être 2 jours. Cette personne, elle a besoin d'un espace où elle va reprendre ancrage avec la réalité. Ces personnes-là ont besoin de revenir à quelque chose qui est normal. On peut lui répondre, tu sais ce que tu as vécu là, ce que tu me dis, c'est pas normal. Sur des toutes petites choses, hein, parce que ça commence par des détails. Elle va pas parler tout de suite des violences les plus extrêmes. Et moi, j'en suis arrivée à un moment où, quand j'en suis sortie, régulièrement, 1 ou 2 ans après, auprès de mes copines, je disais, il se passe ça là, c'est normal ou c'est pas normal? Je ne savais plus. Je me suis disputée avec mon mec. Il m'a dit ça, c'est normal ou c'est pas normal? Je ne savais plus ce qu'on pouvait tolérer ou pas, ce qu'on pouvait accepter ou pas. Et parce qu'au bout de 14 ans de tout subir, on ne connaît plus la normalité. Mais même dans nos relations amicales, moi je ne savais plus ce qui se faisait, ce qui se faisait pas, comment parler aux gens, comment regarder les gens. Et c'est très très dur. Revenir à leur réapprendre à ce qu'est la réalité et la normalité.
Mais est-ce qu'elle m'écouterait? C'est plutôt ça. Je pense que c'est le problème. C'est qu'il faudrait trouver les bons mots pour qu'elle puisse écouter. Reste libre, ce serait déjà pas mal. Je suis très heureuse aujourd'hui que ce livre ait la chance de paraître. Merci, merci 3 colonnes, vraiment. C'est très important pour moi. D'un point de vue plus personnel, aujourd'hui, après ce livre, après tout ça, j'ai coutume de dire qu'à mes yeux, moi, je suis bousillée. Il y a des choses que je vivrai jamais. Je peux plus. J'ai un amoureux, mais je n'aurai jamais de relation amoureuse normale. Je mets des barrières de fou et je doute que j'arrive à les retirer un jour. Je ne suis plus capable et je ne serai plus capable de vivre avec un homme. Il y a des choses que je peux reconstruire, il y a des choses que je vivrai, mais d'autres choses. Et je pense que ça m'empêchera pas de vivre des choses formidables, peut-être même d'être heureuse et d'être épanouie, mais il y a une part de moi qui est détruite et qu'on reconstruira pas. Et ça, je pense que c'est important de le savoir aussi, parce que souvent, on croit qu'on peut reconstruire par-dessus. Et non, on reconstruit avec. Je veux que mon livre soit lu. Je veux qu'il soit lu pour engager la discussion, pour provoquer le regard et pour que tout ça ne soit pas vain. Donc, si vous lisez le livre, vous y trouverez une histoire violente, une histoire difficile. Peut-être même on pourrait être en colère après moi de temps en temps en disant « Mais pourquoi tu fais ça ?» Mais une histoire qui finit bien, où je vis à la fin et je m'en sors et où j'apprends. Peut-être, j'espère qu'en le lisant, vous en viendrez à vous questionner sur vos relations. Peut-être qu'elles vont très bien, ce serait parfait, mais la place qu'elles ont et sur ce que vous êtes prêt à faire pour les garder.